Éric Zemmour, Bayrou, choix naturel pour Macron. Et après, on va lire l'article. On va mettre L'invité du jour qui est en train de s'avancer et qui va s'installer autour de ce plateau dans quelques instants. L'invité du jour, c'est le président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Il peut s'installer. Bonsoir Éric Zemmour. Merci infiniment d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Ancien candidat à l'élection présidentielle, président de Reconquête. On parlera bien sûr dans un instant de la situation politique, de la nomination de François Bayrou, des premières décisions qu'il va devoir prendre. Mais juste avant, on en parlait sur ce plateau, le chaos à Mayotte, un bilan très difficile à établir. Le préfet qui parle de plusieurs centaines de victimes. À votre place, hier soir, l'ancien président de la République, François Hollande, parlait d'une tragédie nationale. Vous êtes d'accord avec lui? Ah bah c'est sûr que c'est une tragédie. De voir tous ces gens, on ne sait pas combien de morts, de voir ces dégâts énormes. Non, franchement, c'est à la fois effrayant et comment dire, émouvant, parce qu'on se dit que là, il y a des êtres humains, c'est très difficile. Les images sont assez difficiles à regarder. Voilà, évidemment, nous sommes tous dans ce genre même d'émotion, c'est tout à fait normal. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, sur Twitter a réagi en mettant en cause le pouvoir qui se regardait le nombril. Est-ce que vous considérez qu'il y a une responsabilité des autorités? Il mettait notamment en avant ce moment de flottement politique par rapport à ce qui se passe à Mayotte. Peut-être que s'il n'avait pas voté la censure, il n'y aurait pas eu de flottement politique. Enfin, je veux dire, bon, c'est un peu dérisoire. Non, en revanche, je vous avoue que ce qui m'agace, là, j'entends un peu ce bruit, même sur votre plateau, c'est comment dire, la critique un peu systématique de la France. Alors, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Moi, je vais vous dire, je trouve que la France est assez admirable dans ses territoires d'outre-mer. Et je n'aime pas quand on met en cause la France. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, hein, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Et en même temps, Éric Zemmour, ce qui est un constat documenté, c'est le sous-investissement à Mayotte, le fait qu'il y ait 40% de moins de lits d'hospitalisation par rapport au département en métropole, qu'il y ait moins de forces de l'ordre, moins de sapeurs-pompiers. Ça, c'est assez difficilement contestable. Mais vous comparez ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que Mayotte a subi là c'est un événement naturel énorme, terrible, et on a dit tout ce qu'on en pensait. Mais elle subit depuis des années un autre phénomène, c'est-à-dire l'invasion par une population qui la submerge, venue des Comores, et qui, vous savez, je crois que la moitié des naissances dans la maternité de Mayotte vient des Comores. Donc, si vous voulez, elle vit un grand remplacement en petit, si j'ose dire. Mais ce qui n'a rien à voir avec, mais si, ça a tout à voir. Avec, le drame qui a lieu. Pardonnez-moi, Benjamin Duhamel. Et le fait que ce qu'expliquent les autorités sur place, c'est que quand on va rentrer dans les bidonvilles, on va à ce moment-là retrouver des Comoriens. Et alors, qu'est-ce que ça change que ce soit des Comoriens, des Mahorais ou des Mahoraises? Non, vous comprenez pas ce que je dis. Évidemment que les Comoriens sont des êtres humains comme les Mahorais. Donc il faut les soigner, etc. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais en revanche, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les structures de l'île sont absolument submergées par cette invasion migratoire qui vient depuis des années des Comores. Et s'il y a autant de bidonvilles, c'est parce qu'il y a beaucoup de Comoriens et donc d'immigrés clandestins qui viennent là. Mais je maintiens, Éric Zemmour. Attendez. Et ce n'est pas seulement cela. Quand on va voir d'abord des risques d'épidémie, pourquoi ? D'abord parce que dans ce cas, il y a toujours des risques d'épidémie, mais aussi parce que ces gens-là ne vont pas se déclarer aux autorités parce qu'ils sont clandestins et qu'ils ont peur de se faire arrêter. Et parce qu'ils sont inquiets. Et c'est aussi sans doute pour cela que certains, alors même qu'il y avait des alertes, n'ont pas voulu quitter ces bidonvilles. Vous avez tout à fait raison. Donc vous voyez, ça aggrave le cas, ça aggrave les situations. Et deuxièmement, quand on craint des pillages, pourquoi on craint des pillages? C'est parce qu'on sait qu'à Mayotte, il y a depuis des années des violences inouïes du fait de bandes de jeunes Comoriens qui sèment la terreur à coups de machette. Donc vous voyez, tout ça est assez lié et il ne faut pas oublier quelque chose. Éric Zemmour, regardez qu'une autre. Éric Zemmour, la problématique migratoire à Mayotte a été évoquée souvent compte tenu de l'actualité et de ce que vivaient les Mahorais et les Mahoraises, mais je maintiens que ce soir, quand on parle du bilan à venir, de ce qui s'est passé dans les bidonvilles,
tout cela n'a rien à voir avec l'immigration, et que, vous vous trompez, que les Benjamin victimes Duhamel. soient comoriens, mahorais ou mahoraises, ils ont subi le même cyclone. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on avance et qu'on puisse parler de l'actualité politique métropolitaine, puisque François Bayrou a poursuivi donc ses consultations aujourd'hui. C'est le Rassemblement national qui a ouvert le bal ce matin. Les socialistes ont également été reçus. On en parlera dans un instant. Mais juste avant, sur les conditions dans lesquelles François Bayrou a été nommé à Matignon, visiblement il s'est imposé au président de la République, qui lui préférait le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Vous aviez qualifié dans votre livre en 2021 François Bayrou de Machiavel de cour d'école. Vous vous êtes trompé puisqu'il a réussi à être nommé à Matignon. Écoutez, tant mieux pour lui. Vous savez, j'ai lu, comme vous, dans les journaux, qu'il s'était imposé à Emmanuel Macron. Je vous avoue que je n'y crois pas trop. Dans la Ve République, c'est le président de la République qui décide. Si M. Macron n'avait pas voulu de François Bayrou, il n'aurait pas nommé François Bayrou. Mais, vous savez, on fait comme si c'était un arrachement pour Emmanuel Macron de voter, de choisir François Bayrou. Visiblement, il préférait Sébastien Lecornu. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Parce que, je vais vous dire, moi, je connais bien François Bayrou, vous le savez. Je le connais depuis plus de 30 ans. Et je sais d'où il vient, je sais ce qu'il a conçu depuis longtemps. François Bayrou est Emmanuel Macron avant Emmanuel Macron. C'est lui qui a inventé, conceptualisé le macronisme. C'est-à-dire que dès les années 90, après le référendum sur Maastricht, etc., il a compris que le centre-droit et le centre-gauche faisaient la même politique et qu'il fallait les rassembler. Vous savez, Philippe Séguin disait à la même époque, la droite et la gauche sont deux détaillants qui se servent au même grossiste, l'Europe. Eh bien, François Bayrou a tiré les conclusions. Donc vous auriez préféré que Emmanuel Macron nomme qui? Mais je suis en train de vous expliquer que le choix d'Emmanuel Macron est tout à fait naturel, puisque François Bayrou est la quintessence du macronisme. Et que donc il va rassembler le centre-droit et le centre-gauche, c'est-à-dire Wauquiez, Retailleau, et puis Olivier Faure, et puis François Hollande. C'est pas extrêmement bien parti. Hein, Écoutez, en tout cas, c'est le projet. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on revient aux sources du macronisme, comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il n'y avait pas eu 1000 milliards de dettes, comme s'il n'y avait pas eu Lola, comme s'il n'y avait pas eu Thomas à Crépol, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une évolution, et que ces gens-là font comme si il n'y avait rien eu. Et c'est ça qui me désole le plus. C'est-à-dire qu'on est revenu à la case départ. On est revenu en 2017, aux sources du macronisme. Donc c'est pour ça que on parlera dans un instant, Éric Zemmour, effectivement, ce qui apparaît comme une crise politique, un blocage des institutions. Mais vous dites c'est un retour en arrière. Qu'aurait-il fallu faire? Mais je vous répète, c'est même pas un retour en arrière, c'est un retour aux sources du macronisme. Qu'aurait-il fallu faire? Alors qu'il s'est passé depuis lors. Mais le président de moi, vous savez, je ne suis pas, j'entends beaucoup autour, dans tous les débats chez vous et ailleurs, les gens de gauche en particulier, et d'autres qui disent il faut qu'il respecte la démocratie, qu'il doit désigner un Premier ministre venu du camp qui a gagné, alors que personne n'a gagné, etc. Mais tous ces gens-là font semblant d'oublier que dans la Ve République, c'est le président de la République qui choisit. Donc il fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi, après, je n'ai pas à dire qu'est-ce que j'aurais fait. Je ne suis pas à sa place. En revanche, je peux juger des conséquences et de son choix, c'est tout. Priorité au direct, Éric Zemmour. On va écouter François Bayrou qui s'arrête avant d'assister au conseil municipal. Sur Mayotte, avec le président de la République, à l'instant, a dit oui, à distance, comme tout le monde, comme les agents de Mayotte. Je veux pas ça bizarre. Une brève prise de parole du nouveau Premier ministre. Un mot sur ce sujet, puisque on a commencé à monter chez certains, notamment Arthur Delaporte, un député socialiste, qui considérait que c'était indigne de la part de François Bayrou d'assister au conseil municipal à Pau, alors même qu'à Paris avait lieu cette réunion de crise interministérielle et qu'au fond, on ne pouvait pas être à la fois au conseil municipal de Pau et gérer la crise à Mayotte. Franchement, Benjamin Duhamel, j'ai pas envie de rentrer dans ces polémiques picrocolines, si j'ose dire. Donc, parlons des choses sérieuses, si vous voulez bien. Alors, on continue de parler de la situation politique et notamment des conditions qui ont amené à la nomination de François Bayrou, puisque le précédent gouvernement, celui de Michel Barnier, a été censuré par la gauche et par le Rassemblement national. Sarah Knafo, vice-présidente de votre parti, a dit qu'elle ne pense pas qu'elle aurait voté la censure. Donc vous étiez à Reconquête un soutien de Michel Barnier, vous regrettez qu'il ait été censuré? Voilà un raccourci si on regrette qu'une censure digne du vôtre.
Si on regrette que la censure ait été votée, c'est que d'une certaine façon, on est en soutien du gouvernement. Ne faites pas semblant d'être simpliste, Benjamin Diomé. Je vous assure, vous méritez mieux que ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit il y avait un gouvernement de centre droit. J'en fais pas le nirvana. Je dis c'est un gouvernement de centre droit. On dit le Rassemblement national avait dit au début nous ne censurerons pas. Et puis soudain, en pleine discussion budgétaire, le voilà qui se réveille et qui dit eh ben j'ai des lignes rouges qu'il n'avait pas données au départ. Et puis si on respecte pas mes lignes rouges, eh ben je vote la censure. Et puis Monsieur Barnier apparemment accepte 1, 2, 3, et puis la dernière il cale. Je crois que c'était sur l'indexation des retraites. Et finalement, alors il n'a pas calé sur l'indexation des retraites. Non, justement, il a calé sur le déremboursement des médicaments. Je croyais que c'était sur l'indexation. Ouais. Très bien. Alors le déremboursement des médicaments, autant pour moi. Donc de toute façon, il a calé sur un point et donc Madame Le Pen a voté la censure. Très bien. Et on va écouter Éric Zemmour, pardonnez-moi, le Premier ministre François Bayrou qui s'est installé à la tête du conseil municipal. Conversation avec vous. Merci. Voilà. François Bayrou qui va donc prendre la parole, Premier ministre et maire de Pau. À l'ouverture donc de ce conseil municipal. Bien François Bayrou qui va donc peut-être prendre la parole dans un instant et nous suivrons bien évidemment sur BFM TV cette prise de parole. C'est l'actualité Éric Zemmour puisque François Bayrou est attendu non seulement sur la situation à Mayotte mais aussi sur les consultations. On revient donc. Je suis pas sûr qu'il soit attendu sur un conseil municipal de Pau, mais c'est vous qui décidez. Vous avez été journaliste politique, justement. Zemmour, et vous savez que quand un Premier ministre doit prendre la parole, on l'écoute et on essaie de comprendre le journaliste politique, donc. C'est la hiérarchie des sujets. En l'occurrence, je ne pense pas que le conseil municipal de Pau soit aussi important que Éric Zemmour, le gouvernement et la situation politique. Mais c'est votre choix. Le conseil municipal à Pau doit parler de la situation. Et donc, cette fois, c'est la bonne. On écoute François Bayrou. Le président de la République dans la cellule de crise et puis tous les ministres qui étaient là, certains à distance, sur la situation à Mayotte. L'île a été frappée par une des catastrophes les plus impressionnantes par ce cyclone. C'est un cyclone qui ne s'était pas produit sur l'île depuis 90 ans. Et les dégâts sont absolument considérables. Les dégâts humains sont très difficiles à apprécier. Et pour l'instant, pas du tout fixés. Espérons que ces dégâts humains sont limités. C'est ça la première préoccupation. Mais les conditions de vie, les communications, les transports, la distribution d'eau, la nourriture, tout cela fait l'objet d'un engagement considérable du gouvernement, de tous les services de l'État, tous les services de sécurité, mais les dégâts sont incommensurables, difficiles à mesurer. Il n'y a que 10% des familles qui étaient assurées. C'est dire que 90% de nos compatriotes mahorais sont dans une situation extrêmement difficile, sans parler de, vous connaissez la situation à Mayotte, c'est-à-dire situation de grande déstabilisation par la présence de beaucoup d'irréguliers sur le sol de Mayotte, irréguliers de nationalité étrangère et évidemment par nature non identifiés. C'est dire que pour un département français, la situation est extrêmement préoccupante. Et je voudrais vous demander, avant toute chose,
qu'on fasse une minute de silence pour tous ceux qui ont été atteints par cette tragédie. Je vous remercie. Devant cette situation, il faut que la solidarité nationale s'exprime. Toutes les solidarités nationales. La première, c'est évidemment celle de l'État. Il va falloir reconstruire avec des procédures inédites, parce que la désolation est telle qu'il va falloir apporter des réponses, mais je pense qu'il faut que les collectivités locales de France, toutes les collectivités locales qui le pourront, acceptent de participer à une aide particulière. Et c'est pourquoi je vous proposerai que nous, sur nos crédits de réserve, nous votions une subvention de 25 000 €. Si toutes les villes de France, ça sera déjà le départ de quelque chose pour une aide. Et je prendrai contact, si vous voulez bien, je vous proposerai qu'on vote cette subvention au Conseil général de Mayotte. J'ai beaucoup parlé avec le président du Conseil général ces jours-ci, bien sûr. Je trouve que ça serait un signal, et j'espère que beaucoup d'autres communes de France pourront participer à ce signal. C'est plus important encore pour nous, on a beaucoup d'étudiants mahorais à Pau, qui viennent faire leurs études à Pau. Et on a des compatriotes, des concitoyens de Pau qui sont des mahorais, qui ont leur famille et leurs enfants, qui sont sans nouvelles aujourd'hui, et on comprend très bien pourquoi, puisque toutes les communications ont été interrompues. Alors, à nos concitoyens mahorais de Pau, je dis notre amitié et notre solidarité, et au Conseil général de Mayotte, je vous propose donc que nous adoptions le principe de cette subvention qui est d'avis de l'adopter. Merci, c'est l'unanimité qui vient de s'exprimer. Ça, c'était le premier point, et c'était évidemment le plus important, le plus urgent, et pour nous, pour ceux qui connaissent Mayotte parmi nous, le plus émouvant. Bon. Deuxième point, j'ai été très ému, très touché par les témoignages d'amitié, d'affection que vous m'avez tous adressés. Il n'y a pas eu de Premier ministre ou de président du Conseil, comme on disait à l'époque, béarnais depuis Louis Barthou. Et pour moi, c'est évidemment très important. Ça a une grande signification. Parce que j'ai toujours plaidé pour que, de la base que nous formons, on puisse participer aux responsabilités nationales. Pourquoi? Parce que la vie de tous les jours, c'est d'ici qu'elle part, c'est de nos villes et de nos villages qu'elle part. Et j'ai beaucoup souffert. J'ai été très choqué tout au long des dernières années par la rupture entre la base de la société française, les familles, ceux qui travaillent, ceux qui cherchent du travail, les retraités, et les milieux de pouvoir. Comme si, je l'ai dit l'autre jour dans la cour de Matignon, comme si un mur de verre s'était construit
qui fait que nos concitoyens ont une défiance profonde à l'égard du monde politique, toute formation politique confondue. J'ai rencontré ces derniers jours, comme vous savez, et je vais rencontrer toutes les formations politiques et tous les groupes à l'Assemblée nationale. Et ce constat que je viens de faire, je crois qu'on peut dire que tous le partagent. Cette coupure, cette fracture, cette rupture, je pense que c'est une très grave préoccupation. Et je pense que les relations entre les responsables du pouvoir et la base ne peuvent pas être séparées comme elles le sont. Je crois et je pense qu'il faut réenraciner les responsabilités politiques dans la société, dans les villages, dans les quartiers, dans les villes. Je pense ça depuis longtemps, comme vous le savez. Je pense profondément qu'on s'est trompé. Tout le monde, on a tous participé à ça, en faisant que deviennent incompatibles les responsabilités locales et les responsabilités nationales. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le temps où, je ne sais pas, pour prendre des exemples, Pierre Mauroy était maire de Lille, le temps où Gaston Defferre était maire de Marseille, le temps où Jacques Chaban-Delmas ou Alain Juppé étaient maire de Bordeaux, alors, sans aller jusqu'au temps où Jacques Chirac était à la fois Premier ministre, maire de Paris et président du Conseil général de la Corrèze, ce qui était une performance. Ce temps-là faisait que les collectivités locales étaient présentes dans le débat national. Qu'elles s'exprimaient, je vous assure que quand Pierre Mauroy se levait à l'Assemblée nationale, c'était pas une voix ordinaire. Et on entendait dans sa voix l'enracinement dans les milieux populaires et la défense qui était la sienne de ces milieux populaires-là. Et donc, et Michel Rocard qui était maire de son côté. Enfin, ces grandes figures-là, je pense qu'il faut que nous réfléchissions à une nouvelle organisation. Comme vous savez, pour les membres du gouvernement, c'est autorisé. Pour les parlementaires, pas. Mais je pense qu'il faut que ce débat soit repris. Je pense qu'il faut que sereinement nous nous posions la question. Voilà, vous avez entendu donc les propos du Premier ministre et maire de Pau à l'occasion de ce conseil municipal. Dans un instant, Éric Zemmour, on poursuivra le fil de notre discussion. Juste avant, Alexis Cuvillier, voilà, là on a en quelque sorte un précipité de la singularité du moment, c'est-à-dire un Premier ministre qui s'exprime sur la situation à Mayotte, maire de Pau qui propose le vote d'une subvention pour les Mahorais et les Mahoraises. C'est pas évident cette position pour le nouveau Premier ministre. Oui, c'est une expression particulière alors qu'on a peu entendu François Bayrou depuis son discours de passation. Il est présent à ce conseil municipal de Pau, la ville dont il est le maire, et il a en effet annoncé d'une certaine façon, pour donner l'exemple, dit-il, qu'il souhaitait voter une subvention de 25 000 € sur les crédits de réserve de sa municipalité, subvention qui a été votée à l'unanimité. On a pu voir l'image il y a quelques minutes. Le vote de cette subvention sera proposé au Conseil général de Mayotte, et il a incité les autres communes
à faire de même, alors qu'il sortait en effet le Premier ministre d'une réunion de la cellule interministérielle de crise. Il était présent en visioconférence à cette réunion avec, on l'a vu tout à l'heure l'image sur BFM TV, la présence aussi du chef de l'État, place Beauvau. Et puis, dans un deuxième temps, il a parlé davantage de politique. Oui. Et il a parlé de son nouveau poste et notamment visiblement son choix de demeurer maire de Pau. En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué avec, en citant un certain nombre d'exemples de premiers ministres qui par le passé étaient maires aussi de grandes villes. Il a cité Pierre Mauroy et Alain Juppé. On peut imaginer qu'il va souhaiter, comme le disait son entourage, rester maire de Pau. Double casquette donc, Éric Zemmour, de François Bayrou, maire de Pau et Premier ministre. Un mot sur ce que vous venez d'entendre, puisque je vous voyais écouter attentivement les propos de François Bayrou. Vous disiez bien le connaître. Vous l'avez... vous avez couvert certaines de ses campagnes comme journaliste politique. J'ai beaucoup discuté avec lui, j'ai beaucoup échangé avec lui. Et ce qu'il dit là ne m'étonne pas. Vous avez vu que d'ailleurs, il n'a pas hésité, lui, à évidemment rapprocher l'ampleur des dégâts et à Mayotte avec le nombre incalculable de clandestins. Et sur le cumul des mandats, je tiens à vous dire que je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça fait longtemps que je défends cette idée. Je pense que ce fut une erreur. Dans la campagne présidentielle de 2022, j'avais d'ailleurs proposé le retour du cumul. Mais ce que je voulais vous dire... Oui, vous étiez en train de parler, au fond, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, qui ont écouté François Bayrou, vous étiez en train de souligner l'erreur du Rassemblement national d'avoir voté la motion de censure. Ce que je disais, vous m'interrogiez sur les propos de Sarah Knapo qui disait... J'aurais pas voté la censure. Voilà. Et vous ne l'auriez pas voté non plus. Et je ne l'aurais pas voté non plus. Je pense, si vous voulez, et on va voir la suite et les conséquences de ce vote. Je vous disais donc que le Rassemblement national avait une démarche que j'avais trouvée un peu incompréhensible. C'est-à-dire qu'au début, il accepte de ne pas censurer Michel Barnier, alors contrairement à LFI, par exemple, qui dit depuis le premier jour, je voterai la censure. Puis, au bout de 3 mois, ils disent, ah bah tiens, finalement... je vais censurer, ce n'est pas possible. Ils ont des lignes rouges, des lignes rouges, des lignes rouges, des lignes rouges. Oui. Monsieur Barnier en accepte 1, 2, 3, 4 et la dernière, il refuse. Bon, très bien, il vote la censure. Vous savez, la censure, c'est un peu comme la dissuasion nucléaire. Ce n'est bien que quand on ne s'en sert pas. Quand on s'en sert, après, on se retrouve un peu démuni. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, mais vous avez entendu, Éric Zemmour, les arguments de Marine Le Pen, Jordan Bardella, qui... expliquer au fond, 1, que le gouvernement ne les avait pas suffisamment traités, et 2, que ce budget, le budget contre lequel ils se sont exprimés, était un budget socialiste, avec trop d'augmentation d'impôts, pas assez de baisse de dépenses. Vous, le libéral, moi j'entends Sarah Knapo sur tous les plateaux expliquer qu'il faut tailler à la hache, qu'il faut lutter contre la bureaucratie. C'est assez paradoxal de vous entendre dire qu'il n'aurait pas fallu censurer un gouvernement portant un budget comme celui-là. Vous avez tout à fait raison. Et moi, je trouvais amusant d'entendre Madame Le Pen et Jordan Bardella dire que ce budget était socialiste, alors qu'eux-mêmes sont vraiment toujours tentés par les options socialistes, en particulier en économie. Pour une précision simple, ce budget était en effet abusait des hausses d'impôts et ne baissait pas assez les dépenses. Ça, c'est net. Et pourtant, il fallait le laisser passer. Maintenant, attendez. Maintenant, Madame Le Pen et Jordan Bardella, dans leurs propositions, il n'y avait guère de baisse de dépenses. Il y avait surtout des augmentations de dépenses ou des augmentations d'impôts. Et d'ailleurs, la pire étant qu'ils voulaient abolir la loi sur les retraites qui aurait coûté 20 milliards d'euros. Maintenant, pourquoi? Moi, je voulais simplement épargner une certaine instabilité. Je vais expliquer pourquoi. Et surtout, le fait que M. Bayrou succède à M. Barnier indique qu'il va y avoir un passage à gauche, si vous voulez. Je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que le grand projet politique de M. Bayrou, c'est de l'alliance entre le centre droit et le centre gauche. Il peut y arriver s'il donne la proportionnelle, le mode de scrutin de la proportionnelle, aux socialistes pour les libérer de la tutelle de LFI. Et donc là, nous aurons un gouvernement soutenu par LR, la Macronie. Donc vous considérez et que le RN aurait dû anticiper ce qui allait être le coup d'après. Je considère que le RN non seulement n'a rien fait de ses 11 millions de voix et de ses 140 députés, mais qu'en plus, il s'est tiré lui-même une balle dans le pied, puisque maintenant, si jamais M. Bayrou arrive à cette solution,
sa censure ne servira plus à rien. Ce que je voulais dire, c'est d'abord cela, avant tout. Moi, je veux être utile, je veux que les gens soient utiles. Oui, mais être utile, Éric Zemmour, j'ai du mal à voir dans vos propos-là la solution que vous proposez à cette instabilité. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, à quand la fin du cirque? Oui. Mais alors, qu'est-ce que les responsables politiques doivent faire pour mettre fin à ce cirque que vous dénoncez? Nous revenons à la 4e République. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la 4e République? La 4e République, c'est l'instabilité gouvernementale. Les gouvernements qui changent tous les 6 mois, c'est exactement ce qu'on a depuis 2022. Deuxièmement, c'est l'impuissance. C'est-à-dire des gouvernements qui ne gèrent pas les problèmes existentiels, j'espère qu'on en parlera après, que rencontre la France. Et troisièmement, c'est le régime des partis, ce que le général de Gaulle appelait le régime des partis, c'est-à-dire que les partis ne se soucient que de leur propre existence, leur propre prospérité, leur propre croissance, leurs propres intérêts, et non pas les intérêts de la France, et encore moins les intérêts des Français. Donc voilà ce que je dis. Nous sommes revenus sous la 4e République. Et moi, je suis contre la 4e République. Donc quand je vois cette situation, je m'alarme, je m'inquiète, je m'effraie et je suis en colère. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà. Et on va mettre Éric Zemmour. Dommage qu'il n'y ait pas actualité. D'accord. Zemmour estimait que le RN s'est tiré une balle dans le pied. Sarah Knafo, j'ai du mal à dire, révèle les raisons de la disparition d'Éric Zemmour. Ça, c'était il y a 5 jours. On va prendre il y a 7 heures. Il n'a pas dit, je crois. Je crois sur la vidéo qu'il n'a pas dit. Mais on va le mettre. Censure du gouvernement Barnier. Zemmour estimait que le RN s'est tiré une balle dans le pied. Éric Zemmour a vivement critiqué lundi soir la motion de censure soutenue par le Rassemblement national, qui a conduit à la chute du gouvernement Barnier. Le président de Reconquête a estimé que le RN s'est tiré une balle dans le pied, exprimant ses craintes de voir François Bayrou opérer un virage à gauche. Éric Zemmour était l'invité de BFM TV lundi soir. Le leader de Reconquête a profité de l'occasion pour commenter les récents développements politiques en France, notamment la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier. Le polémiste a estimé que le Rassemblement national avait commis une erreur en ouvrant la voie à la nomination de François Bayrou à Matignon. Je considère que le RN s'est tiré une balle dans le pied avec le vote de la motion de censure, a déclaré le président de Reconquête. Il craint que François Bayrou ne décide de prendre des mesures de gauche. Quand je vois cette situation, je m'effraie et je suis en colère, a-t-il ajouté. François Bayrou a entamé cette semaine des consultations avec des forces politiques tout en composant son gouvernement. Le nouveau locataire de Matignon cherche un chemin étroit qui lui permettrait de faire passer sans majorité un budget après le gel du précédent par la motion de censure. Lundi soir, il a déclaré vouloir représenter rapidement son équipe gouvernementale. Mon échéance, c'est cette semaine. J'espère, mais il faut que je le présente soit là, a-t-il précisé depuis Pau.
Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît et si l'article vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à plus tard.